Et bienvenue pour notre 5e gazette. Celle-ci couvre du 4 avril au 10 avril, il me semble. Et cette semaine, il y a 35 nouveaux livres à présenter. Ouais, ça change complètement des semaines d'avant, des 2 dernières semaines où j'en ai eu moins de... Bon, je dirais moins de 20. Je crois que la semaine dernière, c'était à peu près 15 ou 16. Donc il y a du travail cette semaine. On va pas trop tarder. J'espère que vous allez bien. On commence par la littérature, comme chaque semaine. Attendez, j'ai oublié d'ouvrir mon fichier avec les résumés. Parce que du coup, si je ne peux pas vous les lire, ce serait dommage. Il est juste ici. On commence par Les Dominos de la vie de Laure Manel. Donc 376 pages. L'éditeur, c'est Michel Lafon, mais ça vous connaissez maintenant. Vous avez toujours l'ISBN, comme d'habitude. Disponible le 7 avril. Donc cette semaine, on a énormément de livres qui sont disponibles entre le 6 et le 8. Je n'ai pas de livres entre le 4 et le 6 et entre le 8 et 10, je n'ai rien du tout. Donc sur 3 jours, on a 30 livres qui sortent. Donc voilà. Si vous avez envie de dépenser de l'argent, c'est ces jours-là qu'il faut. Hein. Donc, les dominos de la vie, je vais vous lire le résumé. Amélie, architecte d'intérieur mariée à son amour de lycée et heureuse maman d'un petit garçon, vient de remporter une épreuve médicale. Elle est guérie. Après le soulagement et la joie, vient le temps des questionnements. Animée par un formidable appétit de vivre, Amélie trouve soudain son existence fade. Et pourquoi? Alors que tout va pour le mieux, se sent-elle si mal? Bien décidée à embrasser pleinement cette deuxième vie et à ne plus laisser la raison, la peur et les doutes la gouverner, la jeune femme ose partir en quête d'elle-même. De petits en grands changements, trouvera-t-elle le bonheur auquel elle tend? Très beau livre, du coup, c'est une introspection sur soi-même, sur ce qui va se passer après une maladie qui a pris une grande place dans sa vie. Donc, je pense que ça peut toucher énormément de gens qui ont peut-être eux-mêmes eu quelqu'un dans leur famille et du coup que ça a touché aussi, ou bien vous-même, hein, si ça se trouve, vous avez été malade, vous avez eu un cancer ou quelque chose qui a énormément modifié votre vie et vous avez survécu. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est la suite? En fait, je pense que c'est ça, c'est qu'est-ce que c'est la suite? Comment reprendre sa vie d'avant en ayant approché la mort? Je dirais ça. Donc voilà, si ça vous intéresse, moi je trouve que c'est un très beau sujet, un très beau thème, parce que c'est quelque chose qui est courant dans la vie de rencontrer des gens qui ont survécu à des maladies, peu importe laquelle, on s'en fout, hein, mais qui ont survécu et qui n'ont plus la même vision de la vie. Voilà. Ensuite, nous avons Twice in a Blue Moon, le coup de foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit. Voilà. Christina Lorraine, 395 pages, c'est plutôt pas mal. Éditeur Hugo Roman, je ne connais pas, mais je ferai mes recherches pour en savoir un peu plus dessus. La couverture est très jolie. Je la trouve très très jolie. C'est vraiment... C'est le bleu. Encore une fois, j'ai un problème avec le bleu, je pense. Et les étoiles, tout ça, ça fait un peu rêver. Donc je vais vous lire les résumés. La foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit. Dans le cas de Tate et de sa grand-mère, l'imprévu prend l'apparence de deux charmants fermiers du Vermont, le grand-père Luther et son super petit-fils Sam. Entre Sam et Tate, c'est le coup de foudre. Pendant 2 glorieuses semaines, le couple se confie espoir, rêve et secret. Tate lui révèle qu'elle est la fille cachée de l'une des plus grandes stars du cinéma de la planète. Un secret qu'elle n'a jamais confié à personne auparavant. Mais alors que Tate se trouve soudain exposée à une tourmente de caméras et de reporters, elle apprend qu'elle a été trahie par la seule personne en qui elle pensait pouvoir faire confiance. Quand Sam refait surface 10 ans plus tard... Tate pourra-t-elle lui pardonner et raviver la flamme qui les animait durant leur escapade magique à l'étranger? Le souhaite-t-elle vraiment? Ok, intéressant. Intéressant de mêler un peu de la célébrité avec un coup de foudre, un peu de romance. Je dirais que dans ce genre de livre, on a toujours une trahison, quelque chose qui marque et on a un retour en fait à ce moment-là où ça nous a blessés pour réfléchir sur ça. Est-ce qu'on a envie de reprendre l'aventure ou est-ce qu'on tourne le dos à la personne, hein. Personnellement, si moi on m'avait trahi, je pense que je ne serais pas retournée vers la personne, hein, clairement. Alors, nous avons ensuite Tant que nous serons séparés de Tamara je ne sais plus parler. McKinley, 334 pages. Les éditions de l'Archipel. Disponible le 7 avril, je vais le dire. Tous les livres sont disponibles le 7 avril. C'est un livre... comment dire ça? Là, je crois que la semaine dernière ou la semaine d'avant, j'ai abordé un livre qui parlait un peu de relations amoureuses durant les grandes guerres, enfin la première ou la deuxième. Et je crois, d'après ce que je lis, d'après le résumé bien sûr,
ça nous ramène un peu dans la Seconde Guerre mondiale, dans ce livre-là. Et ça mêle bien sûr toujours un peu de romance. Je vous lis le résumé. Sussex, octobre 1942. Mary Jones, tout juste 18 ans, accompagne à la gare son petit ami de toujours, Jack, qui part sur le front. Sur le chemin du retour, elle apprend que le presbytère de ses parents a été bombardé. Des décombres, elle parvient à extraire le coffre de son père, qui contient ses journaux intimes. Chez les parents de Jack, où elle a trouvé refuge, Mary en prend connaissance et ce qu'elle lit la bouleverse, à tel point qu'elle décide de partir à Cliff Haven, sur la côte sud-est du pays, pour y trouver des réponses. Là, elle se lie d'amitié avec le propriétaire de la pension du bord de mer, la chaleureuse Peggy Riley. Cette dernière découvre bien vite la raison de sa présence, mais, en voulant aider sa nouvelle protégée, Peggy court au-devant des problèmes. Remuer le passé n'est jamais sans danger. Voilà, donc histoire d'amour, la Seconde Guerre mondiale, donc un peu de drama, tout ça. Voilà, je pense que le résumé, on dit suffisamment pour donner envie. Donc déjà, on a un univers qui est différent de ce qu'on lit parce que c'est durant les guerres. Donc pour ceux qui aiment ce genre de livre, je dirais, allez-y, foncez. Les suivants. Celui-là a l'air d'être vachement sympa. J'ai hésité entre, à le mettre dans une autre catégorie, mais bon, je pense que c'est quand même plus de la littérature. L'immeuble de la rue Cavendish, tome 1, Les manigances de Margot, donc de Caroline Kent, je sais pas comment on le prononce. À peu près 300 pages, 297, édition Les Escales, disponible le 7 avril. Et je vais vous lire les résumés et du coup vous comprendrez pourquoi j'ai hésité à le mettre autre part dans une autre catégorie. Après une douloureuse rupture, Margot, la vingtaine, s'installe dans l'appartement que lui prête son oncle rue Cavendish. Proche des buttes Chaumont, l'immeuble ne manque pas d'animation. Entre la concierge désagréable qui exige qu'on l'appelle Madame Nathalie, le vieux fou du 2e et l'insupportable gamine du 4e, Margot trouve à peine le temps de se vautrer devant ses films d'horreur préférés. Heureusement, elle peut compter sur ses autres voisins. Victoire, Charlotte et Marcus répondent toujours présents pour débriefer autour d'un verre, surtout quand Margot rencontre le beau gosse de l'immeuble en face. Mais tout se complique quand des bruits inquiétants s'échappent de l'appartement au-dessus. Margot décide alors de mener l'enquête, au risque de se mettre elle-même en danger. Donc on a une moitié de résumé qui aborde des sujets de littérature, je dirais, normale, une douloureuse rupture, un déménagement, une nouvelle vie, quoi. C'est un début de nouvelle vie. Mais on a une deuxième moitié de résumé qui fait plus rappel à du policier. Donc il y a une enquête et tout. C'est pas une enquête policière, mais ça reste une enquête quand même où on cherche à comprendre ce qui se passe dans le bâtiment. Donc je le mets en littérature parce que je pense que l'enquête est un peu secondaire, mais bon, voilà, c'est entre les deux, quoi. Hop, on passe au suivant. Et c'est le tome 2 de la même autrice, du coup, autrice, je sais pas comment vous le dites, vous. Charlotte se cherche. Disponible le même jour, un petit peu plus court que l'autre, 283 pages, même éditeur. Je vous lis le résumé. C'est signé. Charlotte a décroché un job dans une agence d'organisation de mariage. Elle pourra soutenir sa famille pendant que son mari Alexandre lance sa boîte. Elle a même réussi à négocier ses mercredis après-midi pour passer du temps avec Lou et Gabriel, ses enfants. Adieu la vie imprévisible de freelance et bonjour les revenus réguliers, les congés payés et les postes café. Sauf que sa collègue Laetitia ne semble pas du tout ravie de son arrivée chez Tous en Cœur et son comportement devient très très inquiétant. Pour ne rien arranger, Charlotte se dispute de plus en plus avec Alexandre et se rapproche peu à peu de Thomas, un bel homme très séduisant qui vient d'emménager dans l'immeuble avec ses enfants. Jusqu'où ira-t-elle et jusqu'où ira Laetitia? Donc là vraiment, on est à l'opposé de... du premier tome qui faisait un peu d'enquête policière sur les bords. C'est pour ça que j'ai eu raison de le mettre en littérature, parce que l'intérêt, c'est des histoires de drama, de relations amoureuses, que ce soit familiales ou amicales. Donc voilà, c'est bien de la littérature, c'est pas du tout du policier, j'ai eu raison de le mettre ici. Hop, le suivant. La nuit de Gigi, de Dominique Dussidour, je ne connais pas l'auteur. 272 pages, éditeur Table Ronde. Disponible encore le 7 avril, je vous lis le résumé. Où est Gabriel? C'est la question, d'abord innocente, que se posent ces 4 amis d'enfance, Léo et Lola, Yolande, Honoré et Gabriel, ont aujourd'hui une vingtaine d'années. À eux 5, ils sont toute une génération.
Ils ont vécu dès le plus jeune âge dans le même quartier, la même école, le même immeuble de la rue des Martyrs, séparés seulement par quelques volets de marche. Mais le jour de la projection du film d'Honoré, Gabrielle manque à l'appel. Faut-il, pour la retrouver, remonter jusqu'à cette journée d'été où, 20 ans plus tôt, sa mère Gigi faisait la rencontre langoureuse des 3 garçons au bord d'une rivière. La nuit de Gigi est de tous les romans de Dominique Dussidour le plus dense, le plus fulgurant. Il se déroule en un temps limité et serré, celui de la tragédie. Ouais, j'ai rajouté un peu le commentaire, parce que c'est extrait de la préface du coup. Celui-là me tente quand même pas mal. Je suis pas du genre... Je suis pas très littérature adulte, entre guillemets, comme on a là. Mais j'avoue que celui-là me tente un peu, notamment parce que ça fait un... Quand j'ai lu, sa mère Gigi faisait la rencontre langoureuse de 3 garçons au bord d'une rivière. Ça me fait penser un peu à Mamma Mia, où en fait on apprend que la mère de Sophie a eu des relations en fait avec 3 hommes et du coup on ignore l'identité du père. Donc ça fait un peu penser à ça. Donc ça peut être sympa, voir comment c'est tourné. Je ne pense pas que ce soit exactement ça le but de l'histoire, mais il y a un peu de mystère, il y a des amitiés, il y a un retour dans le passé, donc ça peut être sympa. Ce que disent les hirondelles de Catherine Boissel, donc 448 pages. Encore une fois, c'est un livre qui se situe dans le passé, donc un peu avant, entre les deux guerres, en 1930 à peu près. Donc si vous aimez, je vais vous lire le résumé, mais si vous aimez si vous aimez le genre, hein, comme ça, hein, entre deux guerres ou entre les guerres, vous allez probablement aimer. Voilà. Presse de la Cité, disponible le 7 avril. Surtout qu'en plus, 448 pages, c'est pas mal quand même. Il y a de quoi lire. En Normandie, Henri et Pauline forment un couple uni. Mais en ces années 1930, la vie n'est pas si simple. La crise économique a ruiné leur élevage de chevaux. Henri est devenu agriculteur. Un changement qu'il accepte avec philosophie grâce à la tendresse de son épouse. Leurs 3 enfants grandissent dans une atmosphère heureuse. Et Fanfan, l'aîné, connaît bientôt les mois du premier amour. Mais un événement inattendu vient ébranler leur quotidien. Invité par un ami, Henri part pour Berlin. Dans ses journaux, il consigne sa découverte horrifiée de l'Allemagne nazie. La déclaration de guerre confirme ses pires appréhensions. Tandis que sa famille subit l'occupation, Fanfan, enrôlé le jour de ses 20 ans, est fait prisonnier à Dunkerque. Évadé, résistant, il va tenter de traverser cette période douloureuse en restant fidèle aux valeurs des siens. La guerre les épargnera-t-elle ? Voilà, donc c'est un peu dans le même genre que le premier. C'est toujours une histoire d'amour, une histoire de relation de famille. Personnellement, je n'aime pas forcément ces univers entre les guerres ou pendant les guerres. C'est pas le genre d'univers que j'aime bien lire. Mais bon, étant donné que ça ressemble quand même beaucoup à Tant que nous serons séparés, je me dis, si vous aimez cet univers, allez-y en fait, tentez. Le suivant, c'est Vivre à l'endroit de Juliette Allais. Je ne connais pas le nombre de pages, ce n'était pas précisé. L'éditeur c'est Erol, du coup la collection roman Erol, disponible aussi le 7 avril. Je vais vous lire le résumé. Depuis toujours, Siobhan Dorsey se tient dans l'ombre des hommes de sa vie. Son père, chef d'orchestre charismatique, ne partage pas la lumière et son mari, éditeur accompli, ne la prend pas au sérieux. Pourtant, un jour, Siobhan se met à écrire en cachette. Une fois son roman terminé, elle l'adresse à Dorsey Livres sous un pseudonyme choisi pour l'occasion. Contre toute attente, son mari adore le manuscrit et veut le publier. S'engage alors une correspondance passionnelle entre cette autrice fictive et son éditeur de mari. Chacun se dévoile à l'autre dans une intimité inédite, mais, business oblige, Olivier Dorsey exige de rencontrer cette nouvelle plume talentueuse. Siobhan révélera-t-elle à son mari sa véritable identité ? Moi j'aime bien déjà un peu l'univers d'une femme qui va s'émanciper à travers un peu l'écriture, la littérature, tout ça. Notamment parce que les femmes qui utilisaient pas les synonymes, des noms en fait d'emprunts, des noms de scènes entre guillemets, c'est très commun. Moins maintenant parce qu'on est beaucoup plus libre de se faire éditer comme on veut, mais je dirais qu'il y a peut-être un siècle, c'était quelque chose qui était encore assez peu commun chez nous que la femme soit auteure. Donc c'est intéressant de voir que comment dire, au sein du couple, elle n'est pas vue. Pourtant, elle existe bien, mais que
comment dire ça, à l'extérieur, en venant de l'extérieur de sa relation, elle arrive à être vue, en fait, même si son mari ne sait pas que c'est elle. Hein. Elle se fait entendre autrement qu'à travers sa relation, quoi. C'est tout. Enfin bref, pour moi, c'est intéressant. Notamment, je ne sais pas comment ça va être tourné la relation entre les deux, entre l'auteur et l'éditeur, mais je pense que c'est plutôt, je dirais peut-être pas forcément intéressant, mais intriguant, en fait, de voir comment le roman va être tourné. Et nous passons à la prochaine catégorie, le policier. On commence par La tragédie du chat de Sophie Chabanel, 304 pages, éditeur Seuil, disponible cette fois-ci le 8 avril. J'aime beaucoup la couverture. Déjà, la couverture m'a tapé dans l'œil, mais j'ai un truc avec les chats. Hein. Je vous ai dit, je crois que les 3 dernières gazettes, on a eu un livre sur les chats, où le chat était soit personnage central, ou il était dans la couverture. Voilà. Ça me fait penser que j'avais présenté, comment ça s'appelle, un manga, il y a peut-être 2 séances, Le chat qui rendait l'homme heureux, que j'ai juste ici, en fait. Attendez, je vois pas ma caméra. Que j'ai acheté là. Le chat qui rendait l'homme heureux, et inversement. Voilà. C'est le tome 2. J'achèterai le tome 1 sur internet parce qu'il n'y avait pas à la Fnac où je suis allée. Et du coup, j'ai un problème avec les chats, je les adore, tout simplement. Donc je vais vous lire le résumé. Hop. Allez. Un terrible drame vient de se produire au nouveau théâtre de Lille. En pleine représentation, le comédien vedette voit s'écrouler sur lui une partie du décor. Triste spectacle. L'acteur meurt sur le coup. Sur place, la pragmatique mais néanmoins culottée commissaire Romano écarte la piste de l'accident. Et si elle découvre vite l'arme du crime, un bout de scotch, les suspects ne se bousculent pas au portillon. Flanqué de son adjoint Tellier toujours révolté contre la terre entière, Romano plonge dans un nid de vipères de militants de tous bords, plus excités et radicaux les uns que les autres. Et comme si tout cela ne suffisait pas, son chat Ruru, de plus en plus caractériel, se lance dans une guerre sanglante contre son nous. Oh, attendez, je crois qu'il manque un bout. Contre son... Ouais, il me manque un bout de résumé. Attendez, je vais aller chercher la suite. Je sais pas pourquoi, en faisant le copier-coller, j'ai pas dû bien copier. La tragédie du chat. Allez, je vais aller voir ça. Non, c'est pas ça que je voulais voir. Contre son nouvel amant, voilà, qui gagnera la bataille. Ouais, il me manque juste ça, que j'ai pas copié-collé, bon c'est pas très grave. Donc du coup, une enquête intéressante. En fait, ce qui m'a choqué, c'est un peu la deuxième partie du résumé qui parle du chat. Ça n'a aucun rapport avec le meurtre du comédien en théâtre. On parle du chat qui n'aime pas son nouvel amant, voilà. Je sais pas, ça sort comme ça, je trouve ça cool. C'est mêler 2 sujets qui sont vraiment un peu à l'opposé, mais encore une fois, c'est un chat, voilà. On passe au suivant, La chambre du fils de Jorn Lier, ou Jorn, je sais pas exactement de quel pays il vient, donc je ne sais pas comment prononcer le J. C'est du policier de 480 pages, publié par Gallimard dans la collection Série Noire. Je vous lis le résumé. Bernhard Clausen, ancien ouvrier soudeur, membre important du parti travailliste et ex-ministre, meurt soudainement d'une crise cardiaque. Un proche va inspecter son chalet pour s'assurer que rien n'y traîne qui risquerait de compromettre le parti. Il découvre 9 cartons entassés comme à la hâte dans une chambre, remplis de billets datant du début des années 2000. L'équivalent de 80 millions de couronnes en euros, livres sterling et dollars. L'inspecteur Wisting est chargé par le procureur général de Norvège, donc c'est un Norvégien l'auteur, de découvrir leur origine. Rapidement et le plus discrètement possible, les élections approchent. Mais son enquête prend une nouvelle dimension quand remonte à la surface une lettre anonyme mettant en cause Clausen dans la disparition en 2003 d'un jeune homme parti pêcher au bord du lac. Excusez-moi, je ne le prononcerai pas, je ne sais pas le faire. C'est vraiment je ne sais pas prononcer les mots en norvégien, je suis désolée. C'est au bord du lac. Voilà, il y a eu un meurtre, il y a quelqu'un qui a disparu. Ce qui est intéressant sur cette œuvre-là, je dirais déjà ça se situe en Norvège. C'est rare généralement. C'est un auteur, je suppose, norvégien vu qu'il écrit en Norvège. On mêle un peu politique, parti, donc voilà, je dirais que c'est du policier en toute place, avec une vraie enquête policière. C'est pas quelqu'un qui prend l'initiative de chercher quelque chose, donc voilà.
Si vous connaissez l'auteur, bah je dirais allez-y, foncez. Le suivant, L'île des damnés de Angelina Delcroix. Par contre, je crois que j'ai fait une faute dans la Gazette version papier que je posterai sur le Discord. Je crois que j'ai marqué Delacroix. Donc, écoutez, désolé. Donc, je ne connais pas le nombre de pages. Ouais, c'était pas du tout écrit. Donc, l'éditeur, c'est Hugo Roman, mais du coup, la collection, c'est Hugo Thriller. Enfin, Thriller, du coup. Je voulais le résumer tout de suite. Un aller pour l'enfer sans promesse de retour. Attendez, j'ai juste baissé le son un petit peu de la musique. Merci, voilà. Un aller pour l'enfer sans promesse de retour. Une île peuplée de criminels, une infiltration risquée, des âmes à sauver. Comment continuer à exercer son métier quand on ne croit plus à la justice de son pays? L'adjudant Joy Morel est en plein doute professionnel quand elle est appelée pour une mission secrète. Elle doit se rendre sur une île perdue où s'érige un ancien hôpital psychiatrique au cœur d'une forêt hostile. Pour pallier le manque de place en prison, le gouvernement a fait le choix d'y envoyer les pires criminels. Psychopathes, cannibales, nécrophiles, et de les y laisser s'autogérer en totale liberté. Chloé, psychocriminologue venue sur l'île sous couverture pour mener une étude, et Rod, l'agent chargé de la protéger, ne donne plus signe de vie. Pour espérer les sauver, Joy et son collègue Hosh doivent à leur tour intégrer cette communauté infernale en se faisant passer pour des détenus. Dans cette île où les moyens de communication sont inexistants et où les criminels sont livrés à eux-mêmes, le danger est partout. Alors c'est très intéressant d'avoir du coup, et pas une vraie enquête, mais plutôt une infiltration. Voilà, c'est les personnages qui doivent se faire passer pour des prisonniers, entre guillemets, donc des criminels, et du coup se mêler avec eux, donc... intéressant. Je suis intriguée un peu sur comment en fait ils vont réussir à s'infiltrer parmi les criminels et surtout quel genre de criminels ils vont rencontrer. Donc voilà. Le suivant, La nuit sans mémoire de Jordi Ledesma ou Ledema, je ne sais pas, qui sort le 7 avril. C'est un petit livre de 192 pages édité par Asphalt. Du coup, je vous lis le résumé. Malmené par la vie, un romancier toxicomane revient dans la petite station balnéaire espagnole où il a grandi. Le passé lui pèse et il est hanté par les fantômes du jeune Pinila et de la belle russe Luda Petrova, qui se sont tous les deux volatilisés 20 ans auparavant. Plus personne ne se souvient d'eux à présent, à part notre écrivain qui se met en tête de faire la lumière sur leur disparition. Qui sait, ce sera peut-être là l'occasion d'écrire son meilleur livre. Mais on ne se frotte pas impunément aux marquis, l'une des plus grandes familles de la région, qui répugnent et se confondent dans leurs errances passées. Que pèse la vérité face à leur toute puissance? Voilà, puissance, pardon. Alors là, encore une fois, on sort de l'enquête, on n'a pas vraiment de policier, mais plutôt un auteur qui décide de creuser un peu plus, comment dire ça, un peu plus des enquêtes, tout simplement. Donc c'est pas, on s'éloigne encore une fois du policier typique. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais peut-être, faire une pause ici parce que là, je vais prendre beaucoup de temps parce qu'il me reste encore énormément d'œuvres à faire. Je vais couper la gazette en deux, comme ça je la posterai en 2 fois parce que sinon ça va faire une VOD de à peu près, à mon avis, d'un peu plus d'1 heure. Donc, bougez pas, je coupe la VOD, on relance tout de suite. Allez.